quotidienne dans la région ouest de la Côte d'Ivoire, le gouvernement vient en aide aux populations sinistrées de Bangolo et de Tout-le-Pleu. Elles ont reçu 35 millions de francs CFA. Enfin, 25 septembre 2011, en Libye, un charnier est découvert à Tripoli, la capitale. Plus de 1700 prisonniers exécutés. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue. Le gouvernement ivoirien aux côtés des populations sinistrées de l'ouest du pays après les dégâts matériels provoqués par les récentes grosses pluies. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, a visité le 23 septembre dernier les familles sans abri de Bangolo dans la région du Gabon et de Tout-le-Pleu dans le Moyen Cavali. Elles ont reçu 35 millions de francs CFA. Plusieurs dizaines de poches de sang recueillies lors d'une opération de collecte de sang dans le district d'Abidjan. C'est une initiative du Centre national de transfusion sanguine. Il s'agit de renflouer la banque du sang. Éric Goré. Voici des gestes simples mais pleins de sens, car ils contribuent à sauver des vies. Ces personnes qu'on voit prennent part à une opération de don de sang. C'est le personnel d'une polyclinique. Les travailleurs apportent leur soutien à la banque du sang afin d'approvisionner cette structure de ce liquide précieux. Les donneurs de sang expliquent leur motivation. Étant infirmière, j'estime que c'est important de montrer l'exemple et de donner son sang pour qu'on puisse sauver des vies. Il peut y avoir quelqu'un qui peut en avoir besoin pour survivre. C'est important. Ce personnel médical a été accompagné dans cette action par des donneurs de sang issus des familles de leurs patients. C'est avec fierté qu'ils ont posé cet acte. Moi-même qui donne aujourd'hui, demain peut-être que j'aurai besoin de sang. On ne sait jamais, donc c'est toujours bien de faire, je pense, ce type d'action. Et tant que ça peut bénéficier à la communauté, pour moi c'est très bien. Cette opération de don de sang est bien appréciée par le représentant du ministère de la Santé. C'est une bonne initiative. Il ne suffit pas seulement de consommer les produits sanguins. Il faut consommer, mais il faut aussi penser à remplacer ce qu'on consomme. Ce don de sang vient rappeler que la mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour, car les besoins annuels de sang en Côte d'Ivoire sont estimés à 60 000 poches. Autre actualité nationale, le régisseur de la maison d'arrêt et de correction de Katiola, dans le centre du pays, relevé de ses fonctions. Cette sanction fait suite à l'évasion de plus de 80 détenus le 3 septembre dernier. À noter que 8 gardes pénitentiaires ont également été mis en détention. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Maison d'arrêt et de correction de Katiola. Suite à l'évasion de masse en début de mois, le premier magistrat de la localité, Kamara Thomas, et son conseil municipal viennent s'enquérir de l'évolution du dossier. Déjà, des mesures ont été prises. Le régisseur de la prison de Katiola est relevé de ses fonctions. 8 gardes pénitentiaires ont été mis aux arrêts et déférés à Bouaké. Après une visite au nouveau régisseur et des échanges avec les prisonniers, le maire de la ville est optimiste. Nous avons constaté donc l'arrivée d'un nouveau régisseur, la dame à côté de moi, et nous avons constaté qu'elle est d'une rigueur et donc ces mesures vont permettre de ramener la discipline à l'intérieur de la prison. Les prisonniers, je leur ai demandé de garder la discipline pour qu'ils finissent de purger leur peine. À ce jour donc, 42 évadés courent toujours. D'où cet appel aux populations pour une franche collaboration avec les autorités judiciaires. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à la population de signaler toute personne suspecte et leur demander également à la population de ramener les détenus qu'elle constaterait dans les quartiers, dans les habitations. Dans la ville, le corps préfectoral, les autorités municipales et les forces de l'ordre échangent régulièrement pour retrouver les fugitifs. D'ici là, un tour sur les ruines du commissariat saccagé suite à un mouvement de colère des populations. Le véhicule de police brûlé est encore visible. Le commissariat de Katiola, le seul de la région du Hambol, est entre-temps délocalisé au centre culturel où seul l'amour pour son pays et le sens du professionnalisme maintiennent les policiers sur place.
L'entrepreneuriat des jeunes au centre du festival culturel islamique Faïda. Cet événement, qui est à sa 3e édition, veut surtout instruire la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire. On fait le point avec Sita Soro. Des chants religieux, de la poésie aux couleurs de la culture musulmane. Nous sommes au Festival culturel islamique, une initiative de la Fondation Faïda Voss en vue d'inculquer à la jeunesse musulmane les valeurs de probité et de moralité. Faïda Voss est né pour être un coaching spirituel afin de donner un moyen spirituel à tous nos grands artistes, footballeurs, ceux qui sont dans la cuisine, de pouvoir jouir de leur art avec Dieu. Faïda Voss a pour but d'occuper sainement les jeunes lors des vacances, de les aider à lutter contre la stigmatisation et le radicalisme religieux. Plusieurs personnalités soutiennent ce festival qui vient promouvoir les valeurs de l'islam. Il faut bien entendu se réjouir de cette prise de conscience des intellectuels qui travaillent de façon inlassable pour promouvoir cette cohésion et cette culture partagée entre tous. Pour cette 3e édition, les jeux concours de chant, de théâtre et de peinture sont les grandes innovations de ce festival. Les citoyens tchadiens désormais interdits aux États-Unis. En effet, le président américain Donald Trump a signé hier un nouveau décret migratoire les concernant. À noter que la Corée du Nord et le Venezuela ont également été intégrés à la liste des pays visés pour des manquements à la sécurité sur leurs voyageurs et un manque de coopération avec Washington. Plus de 50 000 habitants évacués de l'île touristique de Bali en Indonésie. Les autorités craignent le réveil du volcan Agung. Cette montagne était endormie depuis un demi-siècle. La Catalogne, en Espagne, des milliers de personnes descendent quotidiennement dans les rues de Barcelone pour défendre leur droit à l'autodétermination. Cela fait plusieurs années que le débat indépendantiste fait rage en Catalogne. À quelques jours d'un référendum d'autodétermination, les positions se cristallisent. À Gracia, quartier à la mode de Barcelone, les drapeaux pour le oui à l'indépendance s'affichent avec fierté. Ici, les partis séparatistes ont remporté 60% des suffrages aux dernières élections régionales. Aran travaille dans une coopérative de fruits et légumes locaux cultivés en Catalogne. Pour elle, ses aspirations n'ont rien à voir avec celles du reste de l'Espagne. Ma langue maternelle est le catalan. J'ai étudié en catalan. Je me rends compte que nous faisons partie de l'État espagnol. Et je le ressens. Mais en ce qui concerne mon identité, je ne me suis jamais sentie espagnole. Nous ne pouvons que prétendre à l'indépendance pour être traités d'égal à égal. Parce que sinon, c'est une soumission. Une position que ne partagent guère les habitants de Noubaris, un quartier ouvrier de Barcelone. Moins d'un tiers d'entre eux se disent favorables à l'indépendance. Au siècle dernier, une grande partie de l'immigration du reste de l'Espagne a atterri dans cet arrondissement, au nord de la ville. Nous sommes catalans, nés ici, très fiers d'être catalans, mais avec des racines extérieures. Et nous voyons la Catalogne comme une terre multiculturelle. Et Barcelone, c'est une métropole, une ville multiculturelle, qui n'a jamais eu ce genre de problème. Alfonso et ses compères se surnomment le Parlement de Noubaris. Depuis leur banc, ils refont le monde. Et pour eux, une chose est sûre, ils ne se rendront pas aux urnes. Je n'irai pas voter parce qu'il n'y aura pas de référendum. La Cour constitutionnelle a dit qu'il n'y aura pas de référendum. Ils peuvent crier que oui, 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 oui. La Cour constitutionnelle a déjà pris sa décision. Comme Alfonso, ils seront nombreux à ne pas aller voter pour ne pas donner davantage de crédit à ce référendum. Madrid, de son côté, multiplie les pressions contre les dirigeants catalans. Les récents sondages montrent la Catalogne plutôt partagée au sujet de l'indépendance. Et en matière de référendum, l'Europe n'est pas à une surprise près. Alors si celui-ci a finalement lieu, le oui pourrait peut-être largement sortir victorieux.
Les femmes chinoises sont friandes de chirurgie esthétique. Elles ont recours à cette médecine pour améliorer leur physique. Un nez trop imposant, des seins trop petits ou trop gros, nombreuses sont celles qui se disent insatisfaites de ces parties de leur corps. À peine remise de son opération des yeux, Chen Yan retourne sur le billard. Cette fois-ci, elle se fait refaire le nez. Selon des estimations, 14 millions de Chinois devraient avoir recours à la chirurgie esthétique cette année. Un bond de 42% par rapport à 2016. En Chine, une fois qu'on est marié, maman et trentenaire, on est considéré comme une femme mûre. Je n'ai pas envie d'être une femme mûre aussi jeune. Le remodelage du nez est l'une des interventions les plus populaires en Chine. Comme Chen Yan, de nombreux patients veulent une arête du nez plus haute et un profil plus marqué. Les styles américains, européens ou coréens influencent l'opinion des Chinois. Et l'autre raison, selon moi, c'est que l'économie chinoise se porte de mieux en mieux et les gens sont de plus en plus riches. Un boom de la chirurgie esthétique qui touche aussi les jeunes. Maintenant, plein de diplômés viennent se faire opérer pendant leurs vacances d'été parce qu'ils veulent avoir plus de chances de trouver du boulot. Peu importe ce qu'ils veulent faire dans la vie, ça leur donne plus de valeur, un bonus. Chen Yan n'a pas l'intention de repasser sous le bistouri. Mais l'hôpital lui a recommandé une nouvelle opération, le rabotage de l'os du menton pour un visage plus fin et plus proche de son idéal de beauté. Il s'agirait des restes de prisonniers exécutés en Libye en 1996 selon le Conseil national de transition. Le 25 septembre 2011, un charnier est en effet découvert à Tripoli, la capitale. Des corps de plus de 1700 détenus de la prison d'Abu Salim. Mais comment est né ce massacre? Qui sont les auteurs de cette tuerie? Les explications de Herman Niamia. Sur le terrain, l'assaut lancé par les forces du Conseil national de transition CNT suscite l'un des derniers bastions de l'ex-dirigeant déchu Mouammar Kadhafi, semblait suspendu sur ordre de l'OTAN qui conduisait une série de frappes sur la ville. En revanche, au moins 8 combattants pro-CNT ont été tués et 50 autres blessés à Ghadamès, à la frontière algérienne, dans une attaque menée dimanche par des pro-Kadhafi, appuyés par des Touaregs et des mercenaires algériens, selon un responsable local et des témoins. Les pro-Kadhafi ont bombardé cette ville historique classée patrimoine mondial de l'UNESCO et à Tripoli, des dizaines de personnes ont manifesté pour exiger que le CNT envoie des renforts à Ghadamès. Dans la capitale, le conseil militaire du CNT a annoncé avoir retrouvé le charnier d'Abu Salim. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme avaient dénoncé l'assassinat en 1996 de centaines de personnes après une mutinerie dans cette prison où étaient détenus de nombreux prisonniers politiques. Ce massacre est indirectement à l'origine de la révolte qui a éclaté mi-février puisque les premières manifestations à Benghazi, principale ville de l'Est, ont eu lieu à l'appel de familles de prisonniers tués qui protestaient contre l'arrestation de leurs avocats. Malgré la chute de Mouammar Kadhafi, le conflit se poursuit en Libye. À Sète, 360 km à l'est de Tripoli, les combattants pro-CNT se sont retirés au lendemain d'un assaut qui leur a permis de progresser de quelques kilomètres dans ce bastion pro-Kadhafi. À l'ouest de la ville, les pro-CNT ont retrouvé leur position sur les lignes arrière à environ 1 km de Sète, tandis qu'à l'est, d'autres se préparaient pour des combats dans les prochains jours. Selon un porte-parole militaire, les combats de samedi ont fait 7 morts et 145 blessés parmi les pro-CNT. Sur le front de Bani Walid, 170 km au sud-est de Tripoli, les combattants positionnés à l'entrée de la ville subissaient toujours les tirs de roquettes. Sur le terrain, l'assaut lancé par les forces du Conseil national de transition CNT suscite, lancé depuis l'intérieur par les forces pro-Kadhafi. Sur le plan politique, le président du CNT, Abdel Jalil, a reconnu samedi à Benghazi que des divergences de points de vue entre les membres du CNT et du bureau exécutif avaient reporté à la semaine prochaine l'annonce de la composition du gouvernement de transition. Le premier ministre britannique David Cameron a assuré dimanche sur la chaîne ABC que la Libye ne risquait pas de devenir un nouvel Irak. Voilà, c'était le journal de la rédaction de RTI2. Merci de nous avoir suivis.